Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous, deuxième épisode du Dico Show. Et pour représenter cette émission, Nicolas Jacquemart de Dico du Sport. Nicolas, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Un programme chargé, hein, comme à l'occasion de notre précédente émission. Alors, on va parler de rugby avec les test matchs. Bon, il reste encore un match à venir face au Japon, mais on va parler de ces 3 défaites de l'équipe de France. On va également parler de floorball, où en est le développement en France. On va également parler de la Coupe du Monde de football 2018 avec les chapeaux, le tirage au sort, un mondial sans l'Italie. Est-ce que ça a la même saveur ? Bien, on va essayer d'en débattre ensemble. Ensuite, on enchaînera avec un invité, notre invité, Thibaut Vézirian, qui va nous parler de la First Team, une chaîne YouTube. Il est ton invité, Nicolas, et on terminera avec du tennis de table handisport. Et pour bien nous aider à parler de tous ces sujets, il y a également quelques consultants. Nicolas. Oui, et on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec Flo. Flo, bonsoir. Bonsoir. Donc Flo, qui est le nouveau rédacteur en chef de Dico du Sport et qui est ce soir est avec nous pour nous parler un peu du 15 de France. Pour commencer, Flo, est-ce que tu peux nous faire un peu le bilan de ces 3 premiers test matchs de l'équipe de France? Alors le bilan, le constat est accablant, on va dire, avec 3 défaites, Ouais. dont 2 nettes contre les All Blacks. La première de 38 points au Stade de France, avec une première mi-temps totalement loupée. Une deuxième avec l'équipe de France B, qui a affronté la Nouvelle-Zélande B, au terme d'un match où beaucoup de jeunes se sont distingués. Et donc un troisième match, donc ce samedi contre l'Afrique du Sud, où là le 15 de France a touché le fond en ne développant pratiquement pas de jeu. Voilà, le bilan il est simple, c'est une faillite des cadres dans un premier temps. Ouais. Le capitaine Guillaume Guirado, Louis Picamol, Yoann Huget qui sont les symboles un peu de ce naufrage, on va dire, sur cette tournée d'automne. Et aussi au niveau du jeu, le jeu développé par l'équipe de France, donc, qui est assez consternant, on va dire, à 2 ans de la Coupe du Monde. On ne voit vraiment pas grand-chose de positif. Et ça pose évidemment beaucoup de questions. Moi, j'ai envie de dire que c'est mal barré. C'est très mal barré. Mais par contre, est-ce que dans ce marasme et dans cette faillite, comme tu l'as dit, Flo, est-ce qu'on peut quand même ressortir des joueurs qui ont un peu tiré leur épingle du jeu? Oui, évidemment, il y a quelques individualités qui sont ressorties, à l'image d'Antoine Dupont, le jeune demi-mêlée toulousain, qui a été étincelant face aux All Blacks samedi dernier, un peu moins en vue face à l'Afrique du Sud. Mais voilà, il est en train de s'installer. Il faut qu'il s'installe de toute façon sur la durée. C'est sur ce genre de joueur, sur la jeunesse qu'on doit s'appuyer. Il n'est pas le seul, hein. Anthony Bello, Teddy Thomas, qui a fait un bon retour en équipe de France. Mais quand on voit le match de la semaine dernière, du milieu de semaine dernière face au All Black B, avec Gabriel Lacroix, Sekou Makalou, Damien Penaud, enfin voilà, il y a une génération qui est en train d'arriver et elle doit s'installer durablement, et c'est justement pour ça que la faillite des cadres doit engendrer aujourd'hui, doit être l'électrochoc pour le staff tricolore. Voilà, faut lancer la jeunesse dans le grand bain pour de bon sur la durée. Oui. Et justement, quels sont les cadres on va les pointer du doigt. Quels sont ceux qui sont vraiment passés à côté de leur test match? Alors, pas vraiment passés à côté à proprement parler. Enfin, disons que ce sont des tauliers, ce sont des joueurs qui ont plus de 50 sélections, et on ne voit pas vraiment d'impact. On ne voit pas l'impact que ces joueurs devraient apporter au 15 de France, tant sur le jeu que mentalement, que moralement. On pense au capitaine Guillaume Guirado, qui n'a plus le même apport que lors de ses premières sélections en tant que capitaine. Louis Picamol aussi, le 3e ligne centre, qui n'apporte plus énormément, alors qu'il était connu pour justement faire avancer l'équipe. Et Yoann Huget,
l'ailier toulousain, fantomatique face au All Black samedi dernier, et qui a été catastrophique face à l'Afrique du Sud. Voilà, ce sont des joueurs qui, pour moi, sont clairement menacés à l'heure d'aujourd'hui, et au jour d'aujourd'hui, pardon. Et voilà, faut laisser place à la jeunesse. C'est clair, si on veut bien figurer en 2019, espérer quelque chose, il faut faire confiance à la jeunesse. Ok. Et justement, selon toi, quelles peuvent être à part la jeunesse, quelles peuvent être les autres solutions? On entend beaucoup parler de Morgan Parra, alors qu'il n'est pas appelé depuis 2 ans. Voilà, quelles solutions, à part la jeunesse, selon toi? Alors c'est vrai que Morgan Parra, c'est un taulier, clairement. Il est bien connu, voilà, pour être un meneur d'hommes, mais il est aussi terriblement efficace dans le jeu, hein. C'est un demi de mêlée hors pair. Il peut très bien dépanner aussi en tant que demi d'ouverture. On l'avait vu pendant la Coupe du Monde en 2011 en Nouvelle-Zélande. Mais justement, rappeler Parra, ça serait peut-être dommage dans un sens où ça pourrait barrer un joueur comme Antoine Dupont, qui est vraiment en train de percer, de faire son trou au sein du 15 de France. Pourquoi pas en tant que doublure de Dupont, en tant qu'impact player en deuxième mi-temps, mais rappeler des joueurs, on va dire comme Morgan Parra, ça comporte un risque voilà de barrer la nouvelle génération, on va dire. Alors déjà, je peux vous dire, pour rappeler Morgan Parra s'il est remplaçant, Morgan, je pense pas qu'il vienne en équipe de France pour être remplaçant, hein. Il sera là plutôt pour guider Dupont. Ben oui, mais je pense qu'il y a un gros souci de ne pas se servir des anciens pour guider les jeunes, pour qu'ils soient mûrs au moment de la Coupe du Monde. Enfin, je vous avouerai que du côté de Clermont-Ferrand, on est bien content de l'avoir en ce moment, hein. Avec le nombre de blessés qu'il y a, vaut mieux qu'on l'ait avec nous, surtout ce week-end. Oui. Mais tu as raison, oui, il y a ce mix entre les jeunes et les vieux qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Et pour finir, quand même, au final, c'est la seule bonne nouvelle pour le rugby français en ce mois de novembre, c'est que la France a obtenu la Coupe du Monde 2023 à l'organisation. Seule bonne note. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Flo? Oui, on va dire que c'est la seule bonne nouvelle au milieu de tout ça, au milieu des résultats catastrophiques du 15 de France. Alors, ce que ça peut engendrer, justement, c'est peut-être un engouement populaire, parce que il faut être honnête, le rugby souffre au niveau de son image depuis quelques mois, depuis quelques temps. Il faut savoir que l'an passé, la Fédération française de rugby a perdu 10 000 licenciés. C'est énorme. Et cette Coupe du Monde peut être justement l'occasion, voilà, de renouer avec un engouement populaire. Quand on voit, par exemple, le Stade de France ce samedi face à l'Afrique du Sud, vide lors du tour d'honneur du 15 de France, il y a des questions à se poser. Et oui, effectivement, cette compétition peut, je l'espère en tout cas pour le rugby français, amener un vent de fraîcheur, on va dire. Mais après, au niveau du jeu, au niveau vraiment côté sportif, le 15 de France en 2023 va devoir changer de philosophie, clairement, et savoir faire confiance à la jeunesse. Quand on voit contre l'Afrique du Sud que des joueurs comme Gabriel Lacroix, Sékou Makalou n'étaient même pas sur la feuille de match, on peut se poser des questions. On ne sera pas champion du monde en 2023 avec des joueurs comme Wipi Kamol ou Guilhem Guirado, clairement. Et c'est maintenant ou jamais pour faire confiance à cette nouvelle génération. Ok. Bon, bah, c'était très complet. Merci beaucoup, Flo, pour tous ces éléments sur le 15 de France. On espère quand même une victoire contre le Japon ce week-end. Et puis nous, Jérôme, on va enchaîner avec notre deuxième sujet, le floorball. Et oui, le floorball, on va tout vous dire sur le développement de ce sport dans quelques instants. Encore un grand merci à Flo pour ce tour de l'équipe de France après ces 3 défaites, et comme tu le disais, en espérant que la semaine prochaine il y ait une victoire face au Japon, car sinon ça serait vraiment une catastrophe nationale pour le rugby si défaite était samedi à la U Arena. Bon, allez, sans plus attendre, on va parler de floorball.
N'oubliez pas de télécharger l'appli Rock Radio iOS et Android pour être connecté à votre web radio partout en France et dans le monde. Nicolas, ton invité Sébastien Fitt, qui est responsable du développement à la Fédération française de floorball, il est ton invité, il est notre invité. Oui, bonsoir Sébastien. Bonsoir Nicolas. Déjà Sébastien, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le floorball ? Ouais, bien sûr. Bon, on a l'habitude de répondre à cette question quand on fait ce sport. Le floorball, c'est un jeu de hockey, donc un jeu de crosse, mais qui se joue en intérieur dans un gymnase, donc avec une crosse, mais sans patin, sans glace. Voilà, on court après une balle tout simplement, et le but, comme sur toute forme de hockey, c'est de marquer un but dans une cage qui est à peu près de la même dimension que la cage de hockey sur glace. Voilà, mais c'est une pratique beaucoup plus légère, on va dire, que le hockey sur glace ou que le hockey, le roller hockey par exemple, puisque on joue avec une balle très légère, une crosse également très légère, sans protection particulière. Voilà. Pour le floorball. D'accord. Et justement, en France, le floorball, est-ce que tu peux nous parler un peu de son développement? Combien d'équipes, combien de licenciés? Où est-ce qu'en est le floorball en France, tout simplement? Le floorball en France, il a une dizaine d'années maintenant. C'est un sport qui est né en Scandinavie, dans les sports, dans les pays de hockey sur glace, en particulier la Suède, la Finlande. C'est un sport qui a été popularisé, voilà, par ces joueurs de hockey sur glace qui voulaient avoir une pratique un petit peu plus légère, en particulier à l'intersaison, parce que physiquement c'est beaucoup moins dur, et puis c'est aussi moins contraignant en termes de matériel, de logistique, etc. Et c'est intéressant techniquement, parce que techniquement ça se rapproche par contre beaucoup du hockey sur glace. Voilà, au niveau des shoots, des passes, c'est assez similaire. Et en France, c'est arrivé tranquillement au début des années 2000 pour les premiers pratiquants. Et donc on va dire que ce sport a une dizaine d'années en France, donc c'est bien sûr très récent, et le développement va être long pour un sport comme ça, mais il y a un gros potentiel parce que c'est une discipline qui est très accessible, puisque ça coûte pas cher, c'est assez simple de jouer, c'est très ludique aussi. Et donc actuellement, on est à peu près 2000 licenciés en France, dans une cinquantaine de clubs à peu près. Donc ça prend peu à peu. Le développement est assez rapide. Après, on part de très bas forcément, mais il y a un gros potentiel en France. Et alors pourquoi la Fédération française de floorball est toujours pas reconnue en France? Ouais, ça c'est un obstacle majeur que connaissent certains sports, pas que le floorball d'ailleurs. C'est la question de la reconnaissance par les institutions, par l'État, par le ministère des Sports, tout simplement, pour devenir une fédération agréée, reconnue. Le problème, il vient du fait que le ministère des Sports ne reconnaît quasiment plus aucun sport, sauf cas vraiment très particulier, mais globalement, il y a un frein des institutions à reconnaître officiellement de nouveaux sports, et du coup à reconnaître des fédérations françaises, parce que tout simplement, ça c'est aussi des moyens supplémentaires, c'est des budgets qui sont alloués, voilà, à chaque fédération. Donc on se heurte à ce problème-là depuis de nombreuses années, voilà, ce manque de reconnaissance institutionnelle qui a ensuite après des conséquences sur le développement, tout simplement parce que c'est des moyens en moins, c'est des formateurs en moins, c'est des encadrants en moins, et donc c'est difficile. Mais après, au niveau local, au niveau des clubs, il y a un gros travail qui est fait pour essayer de faire connaître cette discipline, en particulier aux plus jeunes, parce que c'est très adapté aux enfants. C'est une pratique qui est très sécure, très ludique. On progresse très vite, voilà. Tout le matériel est assez adapté aux enfants, donc au niveau local, il y a une progression qui est forte. Après, pour passer un palier, il faut forcément avoir des moyens supplémentaires, des formations qui soient reconnues, ce genre de choses. Et ça, le floorball ne l'a pas, malheureusement. Donc on essaye de travailler, pourquoi pas, avec d'autres fédérations de sport assez proches, pour peut-être travailler avec eux. Donc c'est des choses qui sont en cours. Et du coup, quels sont les projets et les pistes pour le développement du floorball à la Fédération française?
Il y a beaucoup de projets qui sont lancés déjà au niveau des clubs, avec beaucoup de gens très très dynamiques qui dans leur ville essayent de faire découvrir le floorball. Ils y arrivent plutôt bien. Donc ça, c'est un niveau très très local. Après, il y a un palier à passer, et ça passe par le niveau national et par les fédérations. Donc il y a des tentatives, des discussions de rapprochement, de mutualisation avec d'autres sports, en particulier des discussions avec la Fédération française de hockey sur glace, sur pourquoi pas essayer de mutualiser un certain nombre de moyens, mais ça c'est le début. Et puis on a un nouveau président à la Fédération française de floorball qui a été élu cet été. Donc voilà, il faut lui laisser le temps de prendre un petit peu les rênes de tout ça. Mais forcément, il va y avoir des discussions qui vont être relancées avec le ministère des Sports sur essayer de valoriser notre sport, pas simplement pour nous qui le pratiquons, mais aussi parce qu'on est certain qu'il y a un potentiel intéressant, en particulier au niveau pédagogique. Le floorball est pratiqué dans un certain nombre d'écoles ou de centres de loisirs, etc. Et on a des très bons retours, ou dans les activités périscolaires aussi. Et on a des très bons retours des enseignants, des encadrants, qui disent que c'est un sport qui permet d'équilibrer les niveaux entre des jeunes qui sont très à l'aise techniquement, qui font beaucoup de sport, qui sont athlétiques, mais qui sont pas forcément bons au hockey parce qu'il y a une crosse et que ça, c'est une technique qui s'apprend. Et donc, le floorball a tendance à équilibrer un petit peu les niveaux, avec parfois des enfants qui sont peut-être un peu moins sportifs dans la vie quotidienne, mais qui se débrouillent mieux avec une crosse. Et du coup, voilà, entre filles, garçons, sportifs, moins sportifs, il y a un équilibre qui se crée. Et ça, souvent, les équipes pédagogiques aiment beaucoup ce genre de sport-là, parce que ça valorise un petit peu tout le monde. Donc, on essaye de travailler sur ces leviers-là pour que le sport soit mieux reconnu, qu'on ait davantage de moyens, davantage de visibilité aussi. Et du coup, dans le monde, où en est le développement du floorball? Où joue-t-on au floorball sur la planète? Grosso modo, le floorball, il se pratique beaucoup dans les sports où le hockey sur glace est très implanté. Il y a un vrai lien entre les deux pratiques. Ça se joue de la même manière, c'est 5 contre 5, il y a le même système de pénalité, de faute, etc. Les mêmes tactiques à peu près. Donc c'est souvent dans les sports de hockey sur glace, en particulier en Europe. Donc Europe du Nord, Europe centrale, c'est là qu'il y a les meilleures nations, Suède, Finlande, la Suisse, nos voisins, sur lesquels on essaie de se reposer aussi, la République tchèque, voilà, ce genre de pays où le hockey sur glace est très puissant. Et là-bas, le floorball a vraiment une importance assez capitale, en particulier chez les jeunes, encore une fois, où c'est un sport qui est très très pratiqué. Et puis voilà, où il y a des championnats professionnels. Donc c'est sûr que ça, c'est les modèles. C'est des modèles pour nous, mais bien entendu, la France est loin d'être à ce niveau-là. Mais globalement, il y a de plus en plus de pays représentés. Le floorball est pratiqué à peu près dans 80-90 pays. Et la fédération internationale compte de plus en plus de licenciés également. Donc les choses vont plutôt bien pour le floorball au niveau international. Et du coup, ma dernière question, c'est dans la hiérarchie mondiale du floorball, aujourd'hui, où se situe la France, autant chez les hommes que chez les garçons, on est à quel niveau environ? On est plutôt au bas de l'échelon international. Pour les hommes, je crois que la France est à peu près autour de la 28e position sur une quarantaine de pays. Donc voilà, c'est loin d'être ridicule. L'équipe de France, il y a une équipe de France quand même quasiment depuis la création de la fédération française, donc depuis une dizaine d'années, qui participe aux qualifications pour les championnats du monde tous les 2 ans. Donc la France, voilà, est plutôt en bas de l'échelle mondiale, mais réussit quand même à gagner un certain nombre de matchs internationaux. Pour les filles, ça fait 4 ans maintenant qu'il y a une équipe de France, donc c'est très récent. Et là, on est à peu près sur les mêmes échelles. Donc la France fait jeu égal, souvent avec des pays d'Europe du Sud. Voilà. Après, dès qu'on est dans des matchs face aux grosses équipes, très vite, les écarts sont assez énormes. Les écarts de niveau sont plus importants, par exemple, que en football, où finalement le foot est tellement développé partout que c'est assez facile dans tous les pays de faire une équipe compétitive au niveau international. Dans des sports moins pratiqués comme le floorball, c'est beaucoup plus difficile
voilà, d'avoir des équipes compétitives dans tous les pays, et du coup les écarts sont plus importants. L'équipe de France masculine va jouer dans 3 mois, en février, pour essayer de se qualifier pour les championnats du monde. Donc il y aura quelques matchs intéressants. Après il y aura un match de gala face à la Suède, qui est l'équipe numéro 1 mondiale. Voilà, sportivement ça sera peut-être un peu moins intéressant, mais toujours des énormes matchs, parce que là c'est des joueurs professionnels, c'est un rêve de jouer contre ces joueurs-là. Ok, bah merci beaucoup Sébastien pour ce gros plan sur le floorball. C'était très complet, et nous, Jérôme, on va enchaîner avec le sujet suivant, la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et oui, on a connu bien les têtes de série, les chapeaux. On va anticiper un petit peu le tirage de sort. On va parler de la Coupe du Monde sans l'Italie. Donc sans plus attendre, on va parler football, et on remercie bien une nouvelle fois Sébastien Fitt, responsable du développement de la Fédération française de floorball. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez Rock Radio. Nicolas, on va parler football avec Mathieu, rédacteur d'Icosport et Sport Inside. On va un peu anticiper le tirage au sort, et on va parler également bien de ce drame italien. La sélection italienne n'est pas qualifiée. Oui, effectivement, Jérôme. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que, Mathieu, tu peux nous parler des équipes qui seront à la Coupe du Monde et celles qui n'y seront pas, du coup, comme vient de le dire Jérôme? Ah oui, qui dit Coupe du Monde, qui dit éliminatoire, dit déception, dit surprise. Au niveau des absents pour cette Coupe du Monde, on a bien évidemment l'Italie, on en parlera un peu plus en détail. Le Chili, les Pays-Bas, le Pays de Galles, c'est les grandes nations qui seront absentes de ce mondial en Russie. Parmi les petites nations qui ont l'habitude quand même de participer régulièrement à cette Coupe du Monde, il y a l'Autriche, il y a la Turquie, il y a la Slovaquie qui ne seront pas là, et on n'entendra pas les klaxons algériens sur les Champs-Élysées en 2018. On entendra peut-être par contre les klaxons marocains. C'est une des belles surprises de ces éliminatoires. Le Maroc donc qui s'est qualifié donc pour la Coupe du Monde 2018, avec notamment le Panama, le Pérou, l'Arabie Saoudite, des pays qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on va découvrir. Donc voilà, quelques déceptions évidemment, mais quelques belles surprises, et on a hâte de voir ce que vont faire ces nouvelles équipes en Russie. Et du coup, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces top joueurs qui vont rater cette Coupe du Monde en Russie? On peut faire une équipe complète avec ces joueurs qui seront pas là. On a évidemment Buffon au goal avec Jan Oblak également. On a en défense Chiellini, Bonucci, Alaba. On a au milieu des joueurs comme Pjanic, comme Aaron Ramsey, comme Marek Hamsik, Vidal. Et puis en attaque, on a Aubameyang qui ne sera pas là, Robben, Gareth Bale, Mkhitaryan, Edin Dzeko, Alexis Sanchez et Riyad Mahrez, par exemple, l'Algérien. Donc voilà quand même un bon paquet de joueurs qui ferait quand même une sacrée sélection si on les regroupait tous ensemble. Donc voilà d'ailleurs, est-ce que une équipe composée de ces joueurs absents pourrait gagner la Coupe du Monde? Ça serait drôle à voir, une équipe des exclus. Peut-être une idée pour la prochaine Coupe du Monde. L'équipe d'RPC. C'est ça, voilà. Une 32e équipe mixte. Bon, il faudra un petit temps de préparation, peut-être un peu supplémentaire par rapport aux autres équipes, parce que malgré le talent de tous ces joueurs que tu viens de citer, il faut quand même un petit peu jouer ensemble. On va s'intéresser un petit peu à l'équipe de France. On connaît les chapeaux. Chapeau 1 pour la France. Quel pourrait être le meilleur tirage pour nos Bleus au final? Le meilleur tirage, dans le chapeau 2, il y a le Pérou qui semble peut-être l'adversaire le moins fort pour l'équipe de France. Il y a le Mexique aussi qui est peut-être pas très très compliqué. Dans le chapeau 3, il y a l'Iran, clairement l'Iran, la Tunisie peut-être, et puis dans le chapeau 4, le Panama et l'Arabie Saoudite que je viens de citer, ce qui donnerait finalement un groupe avec par exemple le Pérou, l'Iran et le Panama. Ça serait quand même très très jouable pour passer, quoi, c'est sûr. Et à contrario, quel pourrait être le pire tirage, le tirage cauchemar pour nos Bleus, qui nous ferait déjà transpirer même avant de voir les matchs en Russie? Forcément un peu plus les équipes européennes. Dans le chapeau 2, il y a l'Espagne et l'Angleterre notamment sur qui on pourrait tomber. Il y a l'Uruguay aussi, qui n'a pas très très bien réussi en Coupe du Monde récemment. Le Costa Rica et la Suède dans le chapeau 3.
Et puis dans le chapeau 4, donc le Nigeria et le Maroc. Alors on peut faire un groupe de la mort peut-être avec l'Espagne, avec le Costa Rica qui avait été bon lors de la dernière Coupe du Monde, et puis le Maroc. Imaginez un France-Maroc, les rues de plusieurs villes en France seraient en feu dans cet affrontement qui laisserait des dégâts dans les rues françaises après le match. Messieurs, on n'a pas parlé encore du drame italien. Alors, Nicolas, vous avez fait un très bel article sur Buffon, sur Dico du Sport. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Buffon, forcément, c'est une triste sortie. Buffon, c'est probablement le meilleur gardien que le football ait connu. Alors, on pourra toujours faire les comparaisons avec les gardiens d'il y a de nombreuses années. Et voilà, on espérait une meilleure fin et de le voir une dernière fois dans une grande compétition, parce que c'est vraiment un gardien magnifique à voir jouer, exemplaire, et qui tout au long de sa carrière a excellé. Aujourd'hui, malgré son âge avancé, continue à exceller. Et voilà, on est un peu triste de cette fin-là. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette élimination italienne ? Forcément, on a vu Buffon très ému lors des hymnes face à la Suède, lors de sa conférence de presse et au micro des journalistes. Après, finalement, il y a un petit parallèle qu'on peut faire, c'est que les Italiens se retrouvent un peu dans la même situation que notre équipe de France il y a quelques années. C'est avant que nos pépites éclosent, c'était les cadres de cette équipe italienne qui maintenant partent peu à peu à la retraite, à l'image de Buffon. Bientôt, sans doute, la base centrale, Bonucci, Chiellini, Barzagli. Et les jeunes peinent encore à prendre le relais. Et je pense qu'au final, cette déconvenue, ça peut être que salvateur pour la nationale, pour l'équipe italienne. Ça va permettre l'arrivée d'un grand coach, sans doute à la tête de la sélection. Après, pour l'instant, il y a des débats sur Ancelotti, pas Ancelotti, sur Ranieri. En tout cas, on espère qu'ils auront un grand coach un peu mieux que le précédent. Et surtout, ça va laisser la place aux jeunes définitivement, et ça va les forcer à prendre les rênes de la sélection. Et puis aussi, il faut être honnête, la Coupe du Monde sera peut-être un peu moins ennuyeuse sans l'équipe d'Italie, qui avait un jeu quand même particulièrement défensif lors de l'Euro 2016. Donc c'est vrai pour le coup, on va peut-être pas regretter les Transalpins sur cette édition au niveau spectacle, mais on espère quand même qu'ils vont revenir encore plus fort. Parce que c'est quand même une belle équipe, c'est quand même un gros vivier d'Italie, et voilà, il faut prendre ça comme quelque chose de salvateur qui va finalement leur servir pour le futur. Enfin, ça c'est côté français, hein. Je pense qu'en Italie, ils pensent pas du tout la même chose. Mais c'est bon. sûr, c'est un drame pour eux, mais voilà, faut leur les aider à voir le côté positif de la chose. Ouais, tu as raison. Et puis, côté français, c'est quand même toujours sympa de battre l'Italie pour devenir champion du monde. Ouais, ça nous a quand même réussi quand même. C'est un peu notre bête noire. Pas en 2006. Ouais. Pas en 2006. On avait les bonnes stats avant. Mais en 90. Ouais. On avait de bonnes stats. Bon, messieurs, merci pour cette partie, partie merci football. Mathieu. Merci. Alors Mathieu, on lui dit pas au revoir car il va rester avec notre nouvel invité qui va nous rejoindre dans quelques minutes. On vous en dit pas plus. Allez, on fait une petite pause, un court instant, et on rejoint notre invité. N'oubliez pas de télécharger l'appli Rock Radio iOS et Android pour être connecté à votre web radio partout en France et dans le monde. Thibaut, bonsoir déjà. Bonsoir, salut les gars. Alors, Thibaut, tu es né le 6 avril 1985 à Clichy-la-Garenne. Tu commences ta carrière de journaliste à la montagne avant de faire un bref passage au Point, et tu te retrouves finalement chez LCI où tu resteras pendant 6 ans. En 2015, tu décides ensuite de rejoindre D8 et l'aventure Touche pas à mon sport, dans laquelle tu seras notamment conseiller conjugal pour Estelle et Raymond. Le 12e homme sur Orange, ou encore aux côtés de Laurie Tillman sur Eurosport pour l'émission Hors Piste Mag. Enfin, en 2017, CNews avec Pascal Praud le soir ou dans la matinale, et la First Team sur YouTube. Thibaut, ma première question est très simple. As-tu vraiment seulement 32 ans ? Non, j'ai beaucoup plus en fait, mais on m'a dit que les joueurs de foot trafiquaient leur papier, donc moi aussi j'ai fait pareil. Plus sérieusement, Thibaut, tu es là un peu pour nous parler de la First Team. Pour commencer, est-ce que déjà tu peux nous dire tout simplement qu'est-ce que la First Team ? La First Team, c'est le nom d'une chaîne YouTube qui a été créée il y a un peu moins d'un an, 11 mois maintenant. En fait, c'est des amis basketteurs qui se sont réunis
et qui se sont dit les médias c'est joli, mais notamment pour parler de la NBA, il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez de fonds, et donc on va créer d'abord des émissions qui parlent aux fans de NBA par des basketteurs ou anciens basketteurs, parce que le trio fondateur de First Team, il y a 2 anciens basketteurs qui ont fait leurs armes, notamment en espoir et dans le haut niveau, notamment en jeunes, et puis Stéphane Brun, qui est un ancien international français, qui commente aujourd'hui notamment pour SFR Sport et sur RMC. Donc voilà, c'est le trio là qui a lancé ça, et aujourd'hui donc ça se veut une chaîne d'émissions sportives sur YouTube, uniquement, bien sûr. D'accord. Sur YouTube, avec des studios chez Webedia à Levallois et 3 émissions hebdomadaires. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les émissions que tu présentes, que ce soit la classe foot d'un côté ou la First Talk NBA? Alors en fait, tous les lundis, il y a un rendez-vous actu débat de NBA qui s'appelle donc le First Talk pour les fans de NBA sur les dernières news et les gros débats d'actu, les derniers matchs de la nuit. Donc là, on est 3 en plateau, 2 experts, Erwan Abotred, Thomas Dufan, donc les 2 cofondateurs de la First Team, qui s'écharpent, et on va dire que je suis au milieu pour présenter tout ça, remettre dans le cadre quand ça dérape et parler NBA donc pendant 1 heure. Et donc ça, c'est le rendez-vous du lundi. Ils ont un autre show magazine où je ne suis pas le jeudi, là vraiment magazine NBA avec Stéphane Brun. Et le vendredi, on finit la semaine en s'amusant joyeusement autour du foot dans une fausse classe foot. Voilà. D'accord. Mathieu, je crois que tu avais une petite question pour Thibaut. Ouais, bonjour Thibaut déjà. Salut Mathieu. Je t'ai connu sur TPMS où tu as finalement un rôle de chroniqueur sur des rubriques un peu insolites. Et maintenant, je te vois dans First Team où tu as un rôle plus d'animateur. Qu'est-ce que tu préfères, plus animateur comme ça sur une émission un peu plus spécialisée ou chroniqueur dans une émission plus généraliste? Alors ce que j'ai toujours bien aimé, c'est dans ce métier, c'est déjà de rencontrer les gens, voir des choses différentes, faire des choses différentes. Donc je m'amuse beaucoup à présenter. Je trouve ça vraiment sympa de recadrer les gens, de poser des questions, et l'interview, c'est comme une des bases du métier. Maintenant, être à la télé, c'est encore quelque chose de différent, et j'estime qu'en télé, il y a tellement maintenant de contenu, de choses, que il faut avoir des images fortes, il faut avoir des contenus donc forts et proposer des choses un peu différentes. Donc je m'amuse bien aussi en chroniqueur à essayer de dégoupiller sur des temps assez plus courts. Donc voilà, par chance, j'étais amené à faire les 2, et par bonheur, aujourd'hui, je continue de faire les 2, donc parce que voilà, mes différentes activités le permettent. Donc là, s'il faut choisir demain, ça dépendra des opportunités, mais j'adore les 2. Là, tant mieux, l'expérience rentre dans les 2, mais non. Voilà. Après, moi, j'ai commencé 8 ans à LCI, et on était une des premières chaînes à faire de l'actu vue du web. Et donc, j'ai toujours gardé ça en moi, d'aller chercher les petites infos sans me servir du Parisien, sans me servir de l'AFP, comme font beaucoup de journalistes. Donc aujourd'hui, j'ai un vrai background et une toile d'araignée d'informateurs et d'infos sur le web qui me permettent d'avoir des petites images, des petits trucs, et de les trouver moi-même en avance, d'essayer d'avoir un coup d'avance. C'est un peu ce qui me plaît aussi, c'est de fouiller partout dans le monde et de dénicher l'image forte. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez pour projet de développer des nouvelles émissions à la First Team? Ouais, tout à fait. En fait, il y a 1 an déjà, les 2 émissions NBA ont été créées. Il y a la communauté NBA qui est arrivée en masse. On fonce, on espère vite vers les 100 000 abonnés YouTube. Et du coup, on a rajouté en mars, à l'occasion de la double confrontation PSG-Barcelone, le foot. Et aujourd'hui, il y a plein de projets. Maintenant, il faut grandir à chaque chose en son temps. Mais dans les sports US, dans les sports comme le tennis, le cyclisme, on peut aussi être amené à faire des hebdos ou des mensuels. On est en train de développer plusieurs projets. Il y a même peut-être un projet catch qui peut être amené à voir le jour. Donc voilà, il y a pas mal d'émissions où on essaie d'aller chercher. On sait qu'il y a beaucoup de fans de certains sports qui sont délaissés. Et donc on se dit, là c'est un très bon moyen pour aller les chercher, pour leur offrir un nouveau contenu. Donc il n'y a pas vraiment de priorité encore, parce que c'est que des stades de projet, mais il y a des sports américains, cyclisme, tennis en particulier, où on y pense fortement. Si on parle un peu de toi, est-ce que tu te vois
intervenir sur d'autres choses que du sport, que ce soit à la télé ou sur le web, à moyen ou long terme? Pourquoi pas? En fait, pendant mes 8 ans à LCI, je suis revenu au sport sur la fin et en bossant sur l'émission L'Affiche de la semaine avec Christian Jean-Pierre et Franck Leboeuf, et Marion Jolès, Grosjean. Mais en fait, à la base, j'ai été formé vraiment en journaliste touche à tout, polyvalent, et on traitait l'actu vue du web de A à Z. C'était du plus sérieux. J'ai été le premier à l'antenne à annoncer la mort de Nelson Mandela parce que sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud, ils en parlaient déjà et c'était déjà lancé. Mais en France, l'AFP l'avait pas donné, donc personne ne le donnait officiellement. Donc voilà, j'ai déjà fait un boulot journalistique entier de recherche d'infos dans tous les domaines. Et après, je suis revenu là sur ces 2-3 dernières années au sport, qui est mon plaisir premier, et donc je suis revenu avec grande joie, et parce que j'ai fait beaucoup de foot, j'étais en classe sport-études foot et ces choses-là, mais le sport m'est revenu un peu en boomerang, mais à la base, moi j'aime avant tout les rencontres avec les gens, mettre en avant les talents, voilà, mettre en avant des artistes, des talents, donc le métier de base du journaliste, c'est la rencontre pour moi, et donc à vrai dire, même si je m'éclate dans le sport, je peux revenir à l'actu. J'ai beaucoup bossé en chaîne info et j'y suis toujours, donc voilà. Ok. Petite dernière question, si tu devais nous ressortir aujourd'hui ton meilleur souvenir sur un plateau, ça serait lequel? Meilleur souvenir sur un plateau, comme ça, est-ce que j'ai pas de mauvais qui me vient, donc c'est déjà ça. J'ai eu le droit à 15 minutes de face-à-face, one-one avec Ronaldo, le Brésilien, le seul unique, interview, alors qu'il était en France pour du jeu au poker. Et on s'est fait 15 minutes sur sa carrière, sa vie actuelle et tout. C'était il y a quelques années, de 3-4 ans max. Et donc j'ai vraiment kiffé, interview en italien. C'était vraiment top, un mec excellent, et c'était une vraie belle rencontre parce que j'ai peu de sportifs qui m'ont fait énormément vibrer, mais lui c'était particulier, donc le rencontrer ça a été un excellent moment. Après voilà, c'est ce qui m'est venu là en premier, on va dire Ronaldo. Il va y en avoir d'autres. Ouais. Merci beaucoup Thibaut. Longue vie à la First Team. On va continuer à regarder et à vous suivre. Et nous, Jérôme, on va enchaîner avec notre dernière rubrique, notre dernier invité. Merci Thibaut, à toi Jérôme. Notre dernier invité, Nicolas, est champion de France, multiple champion de France et médaillé aux mondiaux de tennis de table handisport, Matteo Boias. Matteo, bonjour. Bonjour. Et je crois que tu es très très heureux d'accueillir Matteo. Oui, on est très heureux d'accueillir Matteo. Chez Dico du Sport, on le suit depuis un moment. Il vient tous les mois nous parler de son actualité, que ce soit ses résultats à lui. Il nous parle aussi du monde du handisport et du sport en général. Donc c'est un vrai plaisir de le recevoir. Et puis pour commencer, je vais le laisser faire. Est-ce que Matteo, tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs rapidement? Du coup, je suis Matteo Boeas, j'ai 21 ans, je suis donc joueur de tennis de table à Angers. Je joue en valide où je suis numéro 350 français, et je joue également en handisport parce que j'ai un petit problème à la jambe gauche, et là je suis actuellement numéro 1 mondial et numéro 9 mondial et numéro 1 français. Et après au niveau professionnel, je suis en master 1 pour devenir professeur de PS. Comment es-tu devenu un champion de tennis de table? C'est quoi le début de l'histoire? Le début de l'histoire, c'est tout simple. C'est mes parents, mon frère et ma sœur qui pratiquaient le tennis de table dans la petite ville où j'habitais en Loire-Atlantique. Et donc, du coup, j'ai toujours été dans la salle de tennis de table depuis que je suis né. Donc, c'est venu directement, et j'ai commencé à prendre ma raquette très très petit. Donc après j'ai commencé à m'entraîner, et puis après c'était parti après avec le département, la région, etc. D'accord. Tu as participé aux Jeux Olympiques l'année dernière à Rio, aux Jeux Paralympiques pardon, à Rio. Je sais que le résultat est pas forcément celui que tu attendais, mais qu'est-ce que tu as retenu quand même de cette expérience de Jeux Paralympiques? C'était une expérience de dingue, hein. C'est peut-être l'expérience d'une vie. Après, moi, j'espère que ça va se réitérer. Après, les résultats n'ont pas forcément été les meilleurs possibles parce que je partais 3 en simple et 3 en par équipe, et au final, je fais quart de finale en simple, donc pas de médaille, et 4e en par équipe, donc pas de médaille non plus.
Mais après, voilà, ça va faire grandir. Il faudra maintenant essayer de mieux se préparer pour les échéances qui arriveront, donc Tokyo, mais surtout Paris à la maison dans 7 ans. Et puis autrement, après, l'expérience de dingue de présenter son pays, d'être dans le village olympique, d'avoir des conditions de jeu exceptionnelles, d'avoir un public très nombreux, etc. Donc ouais, c'était une expérience grandiose. Ok. Et l'après Rio, quel bilan tu fais de la saison qui a suivi Rio? L'année dernière, après Rio, ça a été une année qui était un petit peu, c'est une année de transition. On a changé pas mal de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le staff de l'équipe de France. Après, tous les joueurs, on a énormément joué juste avant Rio pour se préparer de la meilleure manière possible. Donc, c'est aussi un temps pour souffler et prendre du temps pour soi. Et puis, moi, ça a aussi été les études parce que je suis encore en études et ça reste quand même ce qu'il y a de plus important actuellement. Donc, voilà, j'avais déjà loupé 3 semaines de cours avec les jeux. Donc, tout simplement, voilà, se remettre au travail et continuer à s'entraîner un petit peu pour garder un bon niveau, mais sans chercher à être le meilleur possible qu'on aurait pu l'être au début de l'année 2016. D'accord. Et du coup, tes prochains objectifs sportifs, c'est quoi? Mes prochains objectifs sportifs vont beaucoup dépendre de mes études. Après, l'objectif, moi, de toute façon, à long terme, c'est de faire médaille aux Jeux. Donc Tokyo, ça va être un peu difficile avec mes études, mais vraiment à Paris, à la maison, avec le public, avec sans doute les moyens financiers qu'on va avoir en plus, la préparation, et puis je serai peut-être dans le plus bel âge pour un sportif, donc j'aurai 27 ans. Donc c'est vraiment de faire médaille à la maison, et puis après faire des médailles aussi, tout ce qui est championnat d'Europe, championnat du monde, pour essayer d'aller le plus loin possible dans chaque compétition. Mais après, il faut attendre mes études et on verra après, parce que là j'aurai beaucoup plus de temps pour m'entraîner, et c'est pas forcément le cas actuellement. T'as commencé à en parler là justement de Paris 2024. Donc voilà, c'est un objectif pour toi. Mais toi qui as vécu des Jeux Olympiques dans un autre pays, qu'est-ce que tu imagines que ça peut représenter de vivre ça à domicile, à la maison, devant sa famille, devant ses amis, devant son public? Déjà, ça doit être une énorme pression. Parce qu'on a quand même, je pense que le public sera derrière tous les Français, même si ils ne connaissent pas personnellement. Les médias parleront de nous, etc. Mais quand j'ai pu voir les Brésiliens qui jouaient chez eux, à chaque fois qu'il y avait un point qui gagnait, il y avait la folie dans la salle. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de magique et d'unique. Donc après, je pense qu'il faut attendre de le voir pour vraiment y croire, mais je pense que ça peut vraiment être quelque chose de fou, quoi. Ouais, fou. Je pense que c'est le mot. Tu parlais des moyens pour le handisport. On voit qu'en France, il y a quand même une prise de conscience et que c'est quelque chose qui se développe petit à petit. Alors, grâce aux Jeux Olympiques, grâce à la Fédération Handisport, etc. Comment tu juges, toi, l'évolution du handisport en France ces dernières années? Est-ce que tu penses que ça va vraiment dans le bon sens? Et qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer pour aller encore plus de l'avant? Ça va forcément dans le bon sens parce qu'on partait de vraiment, vraiment loin. Comparé à tous les pays anglophones, anglo-saxons, l'Angleterre, l'Australie, tout ça, où ils ont vraiment de l'avance. Après, on va vers le bon sens grâce un peu aux médias. France Télévisions qui avait fait un gros effort au niveau de la télé pour les Jeux paralympiques. Après, il y a encore plein de choses à régler, que ce soit sur la prise en charge des athlètes qui n'est pas du tout comme les valides, sur la professionnalisation dans le handisport qui n'est pas du tout encore complète, où chaque joueur doit faire avec ses moyens financiers à lui. Et puis même dans la représentation des gens, à chaque fois que je parle avec des gens du handisport, ils me disent « Ouais, c'est bizarre, on n'en entend pas parler, on n'en voit jamais. » Alors moi, j'ai l'impression que ça vient pas des gens, mais plutôt des politiques et des médias, et que les gens, eux, sont demandeurs. Donc je sais pas pourquoi il n'y a pas le déclic, mais peut-être que ça viendra. Et puis je pense qu'avec Paris 2024, ça sera un tremplin parfait pour vraiment que le handisport soit reconnu à la même valeur que le sport olympique, et que ça soit pour le sport, mais même dans la vie en général, avec toutes les institutions publiques qui seront mises aux normes. Je pense que Paris va énormément faire d'efforts pour tout mettre aux normes pour les personnes handicapées dans les stations de métro, tout ça, dans tout ce qui va être les restaurants, les hôtels.
Donc ça peut être qu'un tremplin. Donc je pense qu'il va vraiment y avoir un grand changement avec les Jeux de 2024. Et est-ce que tu penses pas que aussi pour que le handisport continue son développement, il y a un effort de simplification aussi peut-être à faire dans toutes les catégories, parce que des fois on comprend pas bien. Je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple du ski, il y en a qui font des moins bons temps que d'autres, mais qui sont quand même champions du monde. Est-ce que tu trouves pas que ça peut être un peu compliqué à comprendre par moment? Ah bah si, même moi, je connais très bien dans le tennis de table parce que c'est mon sport. Après, des fois, je regarde d'autres sports avec du handicap. Là, je comprends pas forcément toutes les catégories. Après, le truc qui est compliqué, c'est de faire une catégorie où tout le monde est égaux, quoi. Parce que forcément, si quelqu'un est en fauteuil ou si quelqu'un est debout, le handicap, il est pas du tout le même. Si quelqu'un, il lui manque une main ou si quelqu'un, il lui manque une jambe, c'est pareil. Donc, c'est compliqué de faire une classification pour tout le monde. Nous, en tennis de table, on en a 10 qui sont plutôt bien respectés et qui sont plutôt faciles à comprendre, même si je pense que pour certains, ça doit être compliqué. Mais après, tout ce qui est le ski, les sports où il y a du temps, c'est assez compliqué. Donc, ça serait simple si c'était plus simple pour les gens d'avoir des classes vraiment distinctes. Mais bon, après, il faut aussi qu'il y ait une égalité entre les personnes, vu qu'il y a tellement de pathologies, tellement de maladies, tellement de handicaps. Est-ce que c'est possible? Ça, je peux pas savoir. C'est vrai, même moi, à mon niveau, on peut pas forcément le savoir. Ma dernière question, Mathéo, tu as 21 ans. On a forcément à 21 ans des sportifs qui nous ont fait rêver. Si tu devais aujourd'hui me citer le sportif qui t'a le plus fait rêver, que ce soit aux Jeux Olympiques ou ailleurs, et pourquoi il t'a fait rêver, ça serait qui? Moi, c'est Bolt. C'est un peu cliché de dire ça, parce que je pense que c'est un peu, il y en a beaucoup qui sait ça, mais pour moi, c'est la force tranquille. C'est le mec qui se prend pas la tête, qui est pas du tout, il prend du plaisir dans tout ce qu'il a fait, et il a fait que gagner. Il s'est toujours remis en question pour continuer à gagner derrière. Donc c'est vraiment l'exemple parfait du sportif que je veux être, qui est accessible, qui joue avec le public, mais en même temps qui est performant. Et voilà, j'espère aussi qu'il sera jamais touché par les affaires de dopage, mais pour l'instant il n'a pas été touché par ça, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est vraiment le sportif parfait, et je suis content d'avoir pu le voir courir pendant de nombreuses années. C'est vrai. Merci beaucoup Mathéo. C'était vraiment agréable d'échanger avec toi. Jérôme, on arrive à la fin de l'émission, qui s'est encore une fois plutôt bien passée. Oui, une très belle émission, et encore un grand merci à Mathéo. On lui souhaite plein de belles choses. Plein de belles choses dans les années futures, et on reviendra bien sûr auprès de Mathéo pour connaître un peu son actualité et les résultats. Oui, Nicolas, ça s'est super bien passé. On a eu un beau plateau. On va parler de plein de choses. J'ai envie de dire, ça me donne vite l'envie d'être dans l'épisode numéro 3. On rappelle que c'était une émission qu'on retrouve tous les mois sur Rock Radio. Rock Radio, votre web radio 100% live, puisque si on n'a pas d'Ico Show, on a de la musique et on a du live. Donc encore un grand merci Nicolas pour cette préparation, pour tous tes invités, pour la réussite de Dico du Sport. Et on se retrouve dans un mois. Merci à toi Jérôme. Ouais, dans un mois. Et puis dans un mois, ça sera une émission qui sera juste avant Noël, donc ça peut donner des idées. Ouais, plein d'idées. On donnera des idées cadeaux, c'est ça? Je sais pas, on verra. Aussi, on verra. Bon, super. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On rappelle que cette émission va être rediffusée vendredi. Vous l'aurez également sur la chaîne YouTube d'Ico du Sport en replay. Et à moi de vous souhaiter une belle soirée à vous toutes et à vous tous. Nicolas, je t'embrasse. À très bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Et place à la musique maintenant avec votre web radio Rock Radio. Au mois prochain, au revoir.